Sans plus tarder, nous allons accueillir donc l'auteur de cet ouvrage, Denis Ramseyer. Merci, l'ethno-archéologue. Venez, prenez place. Vous pouvez vous asseoir, évidemment. Donc, vous venez nous présenter cet ouvrage sur les Kouyas de Côte d'Ivoire. Vous êtes quasiment un Kouya vous-même, hein, vous l'avez dit, Monsieur le Président. Pas 10 ans, pas 20 ans, pas 30 ans, 45 ans d'études sur les Kouyas. Alors, vous allez bien sûr pouvoir nous présenter ce livre et surtout nous dire pourquoi les Kouyas représentent un exemple absolument unique au monde. Tous les yeux sont braqués ces derniers mois sur les forêts amazoniennes que vous voyez à gauche sur cette représentation de la planète, mais on oublie très souvent que de l'autre côté de l'Atlantique, sur la petite tache noire que vous voyez là, qui représente la Côte d'Ivoire, qui est en Afrique de l'Ouest, que des drames similaires se passent alors que pratiquement personne n'en parle. En tout cas, dans les médias, c'est très rare de trouver une mention, un article sur la déforestation des forêts ivoiriennes ou plus largement de l'Afrique de l'Ouest. À l'âge de 19 ans, je me suis trouvé au centre du territoire de Côte d'Ivoire, ici, dans la région de la petite ville de Vavoua, entre les fleuves Lobo et Dé. C'est une toute petite région qui ne comprend que 13 villages et dont la superficie est équivalente à environ 10 fois la surface de la ville de Paris, pour vous donner une idée. Et donc, j'ai pu étudier les mêmes villages, les mêmes familles, durant effectivement 45 ans, mais pas en continu, bien sûr. Donc, j'ai fait différents voyages, comme on l'a signalé tout à l'heure. Et ce qui m'a intéressé en tant qu'ethnologue, c'était de voir comment la population subissait la déforestation et quelles étaient les transformations de cette société. Et je peux vous dire qu'en 45 ans, beaucoup de choses ont changé. Voilà la forêt ivoirienne au moment de l'indépendance du pays, en 1960, et que j'ai connue encore en 1971 lors de mon premier voyage. Donc une forêt tropicale très épaisse qui couvrait tout le sud du pays, la moitié sud du pays, où j'étais même incapable de voir le relief du pays lorsque je voyageais, puisqu'il y avait tellement de forêts que les collines, les montagnes m'étaient tout à fait inconnues. Voilà les photographies que j'ai faites lors de mes premiers voyages en 70, et les dernières photos actuelles que j'ai pu prendre, c'est la même région. Et donc, ce que l'on voit, c'est que cette déforestation ici, elle n'a pas été remplacée par des monocultures, par des plantations de soya, de teck ou d'EVA, en tout cas pas dans cette région-là. On choisit donc les arbres, qu'on enlève les uns après les autres. C'est d'ailleurs très sournois, contrairement à l'Amazonie, où on voit des images d'énormes engins qui arrivent et qui, en quelques mois, déblayent des milliers d'hectares de forêt pour tout de suite planter derrière du soya ou d'autres cultures de rente. Là, en Côte d'Ivoire, non, on choisit les arbres un à un, et ça s'est fait de manière progressive durant 20, 25 ans, 30 ans même, sans que les populations ne s'en aperçoivent. Lorsque j'en discutais avec les habitants Kouya, ils me disaient, oui, il y a des arbres qui sont levés non pas par eux, mais par des industriels. Mais ils ne s'inquiétaient pas. Ce n'est que dans les années 90 qu'ils se sont rendus compte des dégâts que ça occasionnait, puisqu'il y a eu un changement climatique. En 98, lors de mon séjour, ces villages sortaient de la famine. Il n'y avait plus de pluie pendant plusieurs mois, alors qu'on est en pleine forêt tropicale. Et c'est là qu'ils ont réalisé le désastre de ce saccage de l'environnement. Voilà la scierie du village de Dema, qui est en plein territoire Kouya et qui a été installée par des industriels allemands dans les années 1960. Et donc ils ont totalement enlevé, on peut dire, enlevé les arbres les plus gros pour des raisons commerciales uniquement, et ils ont abandonné en 2000 le pays tout simplement parce qu'il n'y avait plus de forêt et parce que la menace de conflit était imminente. Et effectivement, en 2002 puis en 2009, les Ivoiriens ont connu un conflit armé extrêmement grave qui a fait fuir donc ces industriels qui étaient dans la région. Et on voit encore des troncs d'arbres abandonnés. Voilà une image tout à fait emblématique des années 70 et 80 où des centaines de camions
circulait, fonçait vers le sud du pays, vers le port d'Abidjan, transportant ces billes de bois pour l'exportation. Et donc on voyait passer ces camions à cette époque-là, et personne ne s'inquiétait, personne ne se doutait de ce qui allait arriver. Et là, la forêt tropicale était tellement grande qu'on se disait, mais ils peuvent couper, ce n'est pas grave, on aura toujours des arbres. Eh bien, dès la fin des années 90, la forêt ivoirienne avait été détruite à 80%. C'est les chiffres qu'on annonce, 80% de la forêt détruite, mais si on tient compte encore des 8 parcs nationaux et des 250 forêts protégées en Côte d'Ivoire, qui sont notamment des petites poches de verdure protégées par le gouvernement, on constate aujourd'hui, en 2019 encore, que ces zones protégées sont entièrement saccagées. Et donc, on paye les populations là-bas tout simplement pour qu'elles ferment les yeux, qu'elles ne disent rien, pour pouvoir continuer à enlever les derniers arbres. Et en 2019, on n'est pas loin de 90% de la forêt ivoirienne détruite. Le territoire Kouya, dans les années 70, le même endroit 25 ans plus tard, donc l'image se passe de commentaires. Alors, je ne suis pas biologiste, ni zoologue, ni botaniste, donc moi je me suis intéressé à l'impact sur les populations locales de ce changement d'environnement. Ce que je pouvais constater lors de mes premiers voyages, c'était que ces populations pratiquaient une agriculture vivrière. Ils mettaient le feu sur 1 ou 2 hectares, pas plus, simplement pour avoir des terres fertiles, pour planter, comme vous le voyez ici, des arachides, mais on plantait aussi du taro, de l'igname, et d'autres cultures vivrières qui nourrissaient les familles. Rien à voir avec des plantations industrielles. Et ce travail était réservé donc aux femmes. Les hommes s'occupaient des cultures de rente, cacao et café. Et ce que l'on constate, c'est que ces plantations ont besoin d'ombre. Et donc les arbres de la forêt protègent les plants de cacao du soleil. Et c'est de cette manière-là qu'on a les meilleures productions. Si la Côte d'Ivoire est devenue le plus grand producteur mondial de cacao, c'est à cause des forêts, parce que l'environnement était extrêmement favorable. Aujourd'hui, avec la disparition des forêts, les plantations périclitent, on a de moins en moins de produits à récolter, et si bien qu'on tente de remédier à ce mal en ajoutant des engrais chimiques, en essayant d'ajouter des pesticides, et on ne fait qu'aggraver la situation, on ne fait que stériliser les sols. Durant tous mes voyages, jusqu'en l'an 2000, je n'ai mangé que de la viande. Ces planteurs, lorsqu'ils partent au champ, tendent des pièges entre le village et leur lieu de culture, et lorsqu'ils rentrent le soir, ils récupèrent le gibier qui est tombé dans le piège. C'est leur manière de chasser. Alors, j'ai mangé de l'agouti, du hérisson, de l'écureuil, du pangolin, enfin une faune extraordinaire dans les années 70. Et lors de mon dernier voyage, en 2016, je n'ai mangé que du poisson. Je n'ai pas mangé un seul morceau de viande, alors qu'il y avait une faune abondante. Et lorsque j'ai posé la question du pourquoi de ce changement d'alimentation, tous me répondaient la même chose, mais il n'y a plus de gibier, il n'y a plus de viande. On ne trouve plus d'animaux, ils ont disparu avec la forêt. Et donc aujourd'hui, changement alimentaire, ils pêchent dans les rivières et dans les marigots pour se nourrir. Autre problème, c'est l'eau. Dans les forêts tropicales, les pluies sont abondantes, donc il pleuvait régulièrement. Toutes les semaines, on avait des pluies qui tombaient sur les récoltes, sur la forêt. Et là, aujourd'hui, voilà des photos faites en 2016, où même les pluies s'assèchent. Donc on a des puits à l'extérieur du village, les enfants vont chercher de l'eau qu'ils ramènent à l'intérieur des habitations. Et toute cette région-là, ici, c'était couvert de forêt il y a quelques années. Vous voyez, tout a été déboisé. Et pour retrouver l'eau, il faut descendre de plus en plus profond et la qualité de l'eau baisse également. Alors, lorsqu'il pleut, ça devient de plus en plus rare, eh bien, la pluie tombe sur des sols totalement érodés. Et vous voyez ici une érosion intensive qui ne fait qu'aggraver en fait ce problème de stérilisation des sols.
Eh bien, finalement, qu'est-ce qui se passe? La population vieillit. Il ne reste bientôt plus que les vieux dans ces villages. Des vieux qui ne veulent pas partir ou qui ne peuvent pas partir, c'était toute leur vie. Mais la nouvelle génération, les jeunes de 16 à 30 ans, n'ont plus aucun intérêt à rester. Donc les récoltes deviennent de plus en plus mauvaises. L'argent ne rentre plus, ils ne veulent pas travailler pour ne rien gagner. Et de plus en plus de jeunes quittent le territoire Kouya pour se diriger vers Abidjan, la capitale, ou pour d'autres villes dans le pays. Et c'est pourquoi les bidonvilles s'agrandissent autour de ces grandes villes. Et pour vous donner une idée, lorsque j'avais 20 ans, je travaillais à Abidjan comme enseignant dans une école africaine, j'enseignais le français. Il y avait à peine 500 000 habitants. C'était une petite ville agréable à vivre. Et aujourd'hui, il y a au minimum 5 millions d'habitants uniquement au centre-ville. Si on compte les faubourgs et la périphérie, on arrive à 7 ou 8 millions. Donc c'est une population qui a explosé. Et donc c'est de plus en plus difficile pour ces jeunes de trouver du travail. Alors quel est l'avenir de ces populations Kouya? C'est peut-être le débat de tout à l'heure qui va pouvoir nous éclairer et nous donner quelques pistes. Je vous remercie.